Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, bienvenue sur ma chaîne historique de contes et légendes. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte du Maine et de l'Anjou. J'espère que ça vous plaira. Mais auparavant, mettez-moi j'aime, mettez-moi abonné, abonnez-vous. Ah, j'ai oublié, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Voici mon conte. Il arrive. Tiens, je vais vous lire celui-ci. Jean le Sot et la bête à 7 têtes. Jean le Sot, fils de Babola, dit Lustuberlu, les tourneaux, et de Suzette Reda, dit la Boscotte, vivait avec ses parents près d'Auneau en Eure-et-Loire. C'était un gars simple, même simplet, dont on disait qu'il entendait tomber la neige, et même qu'il voyait tonner sa grande innocence et son incomparable naïveté l'avaient fait surnommer Jean le Sot par les villageois. Mais comme il n'était pas méchant, tous au fond l'aimaient bien. Cependant, beaucoup s'amusaient fort de sa réflexion, rarement adaptée à la situation. Un jour, son père mourut, suivi de peu par sa mère. Il dut affronter cette épreuve qui lui était totalement inconnue. Comme il n'avait jamais été confronté à la mort, il crut que sa mère s'était endormie et qu'elle allait se réveiller. Il attendit sagement près du lit, en ne faisant pas de bruit pour ne pas la réveiller, car elle devait être très fatiguée. Le temps passait et sa mère ne se réveillait toujours pas. Il se rendit chez les voisins, et ils appelèrent le curé et le médecin, qui lui donnèrent de longues explications, mais il ne voulut rien entendre. Elle allait bientôt se réveiller et lui parlait de nouveau. Il ne pouvait pas comprendre qu'elle ne se réveillerait jamais. Les voisins enveloppèrent sa mère dans un grand drap blanc et puis la placèrent dans un grand coffre en bois. Il se demandait bien ce que cela signifiait, mais il laissa faire puisqu'il restait près de sa mère. Ils se dirigèrent ensuite vers l'église où on chanta des chansons tristes. De là, on partit vers le cimetière où on mit le coffre dans un trou très profond et on jeta de la terre au-dessus. Là, il commença à s'inquiéter sérieusement. Toutes ces choses n'avaient aucun sens pour lui et le rendirent fou. Il en voulait à tous ces gens qui avaient fait ça à sa mère. On lui avait dit que sous la terre, il y avait des choses malfaisantes, qu'il allait incommoder sa mère et peut-être lui faire mal. Il réclama d'aller avec elle pour la protéger et la défendre. En essayant en vain de lui expliquer que plus jamais sa mère ne lui parlerait, ne reviendrait à la maison. Il trépignait, hurlait si fort, était si furieux qu'on le laissa seul dans le cimetière. Il se mit à creuser de ses mains la terre fraîche, mais le trou était bien trop profond. Alors il se coucha sur la tombe et écouta attentivement. Sa mère lui avait toujours dit ce qu'il fallait faire. Elle allait certainement continuer. Elle n'allait pas l'abandonner ainsi, sans ses conseils. Il ne savait pas quoi faire et était dépourvu de toute initiative. La nuit enveloppa bientôt tout le cimetière. Jean le Sot, épuisé de fatigue et de douleur, s'endormit profondément. La Boscotte lui apparut en songe, mais elle avait beaucoup changé. C'était une belle dame toute auréolée de lumière, et elle pleurait des larmes violettes. Il comprit néanmoins que cette belle dame était sa mère, car elle lui parla ainsi. « Mon pauvre garçon, mon pauvre petit Jean, tu vas devoir te débrouiller tout seul maintenant que je ne suis plus là. Et comme tu es fort et beau, tu vas chercher un travail qui montrera à tout le monde que tu es le fils de la Boscotte.
et je serai alors très fière de toi. Va, mon fils, et sache que je serai toujours à tes côtés, toujours avec toi. » La belle dame disparut, et Jean le Sot se réveilla. Il se sentit tout transformé, calme, rassuré, serein, en paix. Il retourna dans sa chaumière, il prit avec précaution le chapelet de perles violettes de sa mère, des perles qui ressemblaient aux larmes de la belle dame de la nuit, et le mit dans sa poche. Puis il vida tous les pauvres meubles de la maison, les entassa dans la cour et brûla le tout. Il tira ainsi un trait définitif sur son passé. Le nouveau Jean le Sot était né. Il partit résolument à l'aventure. Certains les trouvaient dans la journée un travail digne de lui. Arrivé de l'autre côté du village, derrière un petit bois, il aperçut une superbe maison située sur le bord d'une rivière. Mais elle était couverte de tentures de deuil. Fenêtres et portes étaient condamnées et masquées par d'épais draps noirs. « Ne passez pas le seuil de cette demeure, vous n'en reviendrez jamais, lui lança un passant. » Pourtant, c'était vraiment une très belle maison, bien située, spacieuse, solide et bien construite. Jean le Sot demanda aux villageois ce qui se passait derrière les murs de cette maison, d'apparence si sinistre. « Une bête monstrueuse l'habite, et chaque année nous devons lui donner une jeune fille du village. Elle emporte sous la terre, et nous la revoyons jamais, » lui expliquèrent les hommes effrayés. Il avait bien sûr essayé de résister pour empêcher que chaque année une jeune fille du village se sacrifiait au monstre. Mais la bête avait tué ceux qui lui avaient opposé une farouche résistance et avait détruit leurs champs. C'est pourquoi il obéissait chaque année et évitait comme la peste la demeure aux draps noirs synonyme de mort. Jean le Sot pensa à sa mère qui avait été aussi emportée sous la terre et supposa immédiatement que c'était cette bête qui était venue la prendre. À cette idée, il fut pris d'une grande fureur et se mit résolument en marche vers la maison. Les villageois épouvantés tentèrent vainement de l'empêcher, mais une force nouvelle, indomptable, l'animait désormais. Il se sentait plus fort que jamais. Comme il s'approchait de la maison où habitait la bête, la terre se mit à trembler et des grondements terribles se firent entendre. « C'est bon signe, la bête est là, et m'attend, » se dit Jean le Sot, « et elle n'est pas contente. » Il pressa le pas et pénétra dans la maison. Elle était vraiment belle et accueillante. Dans de vastes pièces, des cheminées où flambaient des quartiers de troncs, d'arbres, réchauffaient agréablement l'atmosphère. Posés sur des guéridons vernis, des candélabres d'argent éclairaient toutes les salles. Des tables somptueuses étaient recouvertes de nappes brodées, sur lesquelles une vaisselle en vermeil jetait tous ses éclats. Dans des plats immenses, des mets raffinés attendaient que des convives viennent s'en délecter. Des flacons en cristal richement décorés, remplis de vin généreux, chatoyaient à la lueur des flammes, et des carafes proposaient des liqueurs aux couleurs délicates. Au fond de larges couloirs s'ouvraient des chambres très confortables. Jean le Sot chercha tout le jour du grenier à la cave, du cellier au plus petit placard. La bête ne se trouvait pas là. Où pouvait-elle donc se trouver? Fatigué par sa recherche, il s'assit dans un large fauteuil devant une cheminée. Il aperçut alors une ouverture au fond de l'âtre. Aussitôt il enjamba le feu et s'enfonça dans le passage qui s'ouvrait devant lui, et plus il avançait, plus le sol tremblait fortement, et plus ses grondements sourds et puissants résonnaient. Un escalier descendait sous la terre. La chaleur augmentait,
Des vapeurs nauséabondes le prenaient à la gorge, mais il continuait bravement son chemin. Il descendit pendant 3 jours et 3 nuits. Enfin, il arriva dans une immense grotte qu'éclairait bizarrement un soleil verdâtre. Le ciel était couleur d'eau, et au fond coulait une rivière de métal fondu. Et au beau milieu de ce paysage idyllique et inattendu, sur une colline se dressait la maison. Une maison identique à l'autre, mais sans les draps noirs. Jean Le Saux se dirigea vers elle. Des tremblements de terre bouleversaient le sol, et les grondements encore plus sonores hurlaient à ses oreilles. Soudain, par les fissures, le monstre apparut enfin. Effrayante, formidable, fantastique, et pour tout dire monstrueuse. Elle avait 2 douzaines de pattes terminées par des longs doigts griffus, et surtout 7 coups interminables au bout duquel se balançaient 7 têtes effroyables où s'ouvrait une bouche large comme un four, armée de dents tranchantes et pointues, et d'où jaillissaient des flammes brûlantes. La voilà donc, cette bête qui avait emporté sa mère. Une colère immense envahit Jean Le Saux. Il allait se venger de ce monstre. Il s'avança un peu pour le défier. La bête à 7 têtes se jeta sur lui, et il recula pour éviter les flammes torrides. Il pensa au chapelet de sa mère qu'il gardait dans sa poche. Peut-être pourrait-il l'aider. Il prit une perle violette et la jeta de toutes ses forces sur la bête. La perle fendit la carapace du monstre, y pénétra et explosa à l'intérieur. Surprise! La bête s'arrêta. Jean Le Saux la bombarda alors avec les perles. Celle-ci recevait les coups, les perles transperçaient la carapace et éclataient. Elle sursautait, essayant de les esquiver, tombait mais se relevait aussitôt et attaquait de nouveau. Elle semblait donc être immortelle. Mais un détail intrigua Jean Le Saux. Il remarqua que chaque fois qu'il lançait ses perles, la bête protégeait ses 7 têtes en les cachant rapidement derrière son dos. C'était là son point faible. Il fallait en profiter. Comme la bête lui faisait face, il passa rapidement derrière elle, se retourna lentement car empêtrée par son corps, elle n'avait pas son agilité. Il lança 7 perles violettes à la fois, une dans chaque gueule ouverte. Elles explosèrent et les 7 têtes s'enflammèrent aussitôt, tout en même temps. La bête poussa un abominable hurlement et s'effondra sur le sol. Elle était morte. Jean Le Saux se dirigea vers la maison. Elle paraissait avenante de l'extérieur, mais à l'intérieur il y régnait un silence lourd et pesant. Il monta l'étage et se trouva dans un grand couloir dans lequel donnaient 12 portes fermées. Il ouvrit la première porte. C'était une petite chambre meublée d'un seul grand lit, sur lequel dormait une belle jeune fille. Il la connaissait bien, c'était la jeune orpheline qui avait toujours pris sa défense quand les autres se moquaient de lui au village. Il s'approcha du lit pour la réveiller, mais elle dormait trop profondément. « Mon Dieu, pensait-il, elle est comme ma mère, elle est morte, c'est la bête qui l'a tuée. » De nouveau la colère l'envahit contre cette bête répugnante, contre ce silence oppressant. Cette impression de mort qui flottait partout, se retourna et remarqua, sur un fauteuil placé dans un coin de la chambre, un grand chat noir qui le regardait fixement. Sur sa tête posée curieusement en équilibre, un très gros rubis brillait. Sa colère se concentra sur cette pierre d'un rouge magnifique qui semblait le défier. Il lui restait une seule perle violette du chapelet de sa mère. Il la lança contre le rubis. La pierre explosa en 1000 éclats de lumière. Le chat disparut aussitôt.
La jeune fille poussa un long soupir et se réveilla. Peu à peu, tous les bruits de la vie revinrent remplir l'atmosphère. Jean le Sot annonça la mort de la bête à la jeune fille et lui apprit sa délivrance. Elle lui dit « D'autres jeunes filles sont aussi prisonnières de l'horrible bête à cette tête. Il faut les délivrer également. » Mais toutes s'étaient réveillées en même temps que l'orpheline et observaient la porte de leur chambre. Heureuses de sortir enfin de ce cauchemar, elles entouraient Jean le Sot, l'embrassant, riant et pleurant, tout à la fois. Elles étaient enfin libres. Revenant tous ensemble vers l'escalier, ils trouvèrent là où était tombée la bête à cette tête un énorme lingot d'or fin. Jean le Sot le ramassa et l'emporta. Il prit aussi les 7 têtes calcinées, preuve de son exploit. Au village et des alentours, le bruit s'était vite répandu que Jean le Sot était entré dans la maison hantée. On avait attendu un peu, espérant qu'il parviendrait à terrasser la bête. Mais comme il ne revenait pas, pensant au triste sort qu'avait dû être le sien, chacun était rentré chez soi, bien triste. Tous les audacieux qui avaient voulu défier la bête n'étaient jamais revenus. La disparition supposée de Jean le Sot les attrista davantage, car ils avaient fondé de grands espoirs en lui. Et tout d'un coup, voilà que la porte de la maison s'ouvrit. Jean le Sot et les 12 jeunes filles vivantes apparurent. Tous les villageois accoururent. La joie s'exprimait en grands cris, et 1000 hurrahs saluèrent Jean le Sot. Les gens regardaient avec admiration les 7 têtes de la bête et félicitaient Jean le Sot, le remerciant pour son courage. Les moqueries d'autrefois étaient oubliées. Bien sûr, il n'était plus question de l'appeler Jean le Sot. Vite, on enleva les tentures noires de la maison. Comme personne ne savait plus à qui elle appartenait, on la donna à Jean. Il avait bien mérité, auréolé de sa nouvelle gloire. Il devint le jeune homme le plus courtisé du village. Toutes les jeunes filles le voulaient pour mari, principalement celles qu'il avait délivrées, des princesses, des filles de bourgeois, des héritières de grande affaires, même des parisiennes, tentèrent de l'épouser. Mais Jean leur préféra la timide orpheline qui avait toujours été bonne avec lui. Elle ne s'était jamais moquée de lui, l'avait même défendu contre les galopins du village. Aussitôt le village prépara les noces. On entendit aux fenêtres de la maison de grands draps blancs, garnis de bouquets de fleurs blanches et roses. Tous les villages des alentours vinrent à la cérémonie. On dansa beaucoup au son du violonneux. La fête dura plusieurs jours. On n'avait jamais vu si belles noces. Avec le lingot apporté, Jean acheta des terres autour de sa maison, fit construire une grande ferme et mit des troupeaux. Jean et sa femme vécurent très longtemps et eurent beaucoup d'enfants, qui se marièrent à leur tour et eurent beaucoup d'enfants. Il en reste encore quelques-uns dans les villages autour d'Ono. Et les bêtes vivant sous la terre pour garder jeunes filles ne sont plus jamais revenues dans nos villages. Elles ont bien trop peur de rencontrer un descendant de Jean le Sot. Quel beau conte, que c'est merveilleux, que c'est agréable, ça fait rêver. Vive la vie, vive la joie. Ne jamais se moquer d'une personne, croyant qu'il est sot ou qu'elle est sotte. Vous auriez des surprises. Ce sera peut-être lui ou elle qui vous défendront dans la vie. Bon dimanche encore une fois, et que votre journée soit belle et pleine de surprises. Au revoir.